Aujourd'hui, je vous partage la deuxième partie de ma conversation avec Sarah Danant, championne du monde d'escrime. J'avais partagé la première partie de l'épisode il y a 2 semaines. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande parce que ça vous permettra de mieux comprendre cet épisode. Dans cet épisode, Sarah nous raconte comment elle a su se réinventer après sa carrière sportive. Elle nous parle de l'importance du personal branding pour créer sa légitimité dans un domaine particulier. Elle nous parle de confiance, de ses futurs projets en Guadeloupe et de plein d'autres sujets. Sarah est une boule d'énergie et j'ai passé un excellent moment avec elle, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Sarah Danant. Je sais, moi, dans le podcast, il y a une notion dont je parle souvent, celle de la traversée du désert. C'est un peu le moment de d'où tu te cherches pour un peu trouver ta voie, tu vois. Quand tu prends ta retraite, est-ce que tu as des idées claires de ce que tu veux faire après? Pas totalement. Je sais que je vais travailler dans la tech. Et ça devient d'où d'ailleurs je sais pas. J'ai toujours aimé ça en fait. Ouais. Moi quand j'ai découvert Internet, j'ai pas dormi pendant des semaines. Mon frère il en pouvait plus parce qu'en plus c'était lui qui payait quand même. Et j'étais comme une dingue. C'était une obsession et ça a toujours été comme ça. Dès que je découvre un truc, surtout sur la tech, je me dis waouh, on peut faire tellement de choses avec ça. Et je reste toujours persuadée que, enfin, tu vois, pour moi, les relations entre humains sont très importantes, mais je reste toujours persuadée qu'avec la tech, et j'imagine encore aujourd'hui, qu'on peut faire énormément de choses de bien, en fait. C'est-à-dire que, il existe encore des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a encore des gens qui sont sans emploi, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Après, bon, il y a la possibilité de le faire, enfin, le possible, mais aussi le fait d'en avoir envie. Hein. Bien sûr. Donc il y a tout qui joue. Et donc voilà, la tech, c'est ça. En fait, j'aime ça. Et puis je me dis que on peut faire plein de choses avec. C'est ça en fait, c'est ça qui me fait vraiment kiffer c'est le moyen, là-dedans. Et du coup, ta première question. Et la première question, c'était quand tu arrêtes ta carrière sportive et que tu vas vers une reconversion. Est-ce que tu as des idées claires de ce que tu veux faire? Non, pas du tout. Je sais, comme je disais que je voulais travailler dans la tech et la data science en fait, même un moment, la data. Ce que je voulais, c'est en fait j'avais fait un master avec du marketing, management marketing, et j'avais pas envie de reprendre 5 ou 8 années d'études. Ça va quoi. Mais et je sais qu'en France. Moi, je me disais, en France, quand même, on marche beaucoup au diplôme. Franchement, fuck, quoi. Est-ce que je reprends, et ça dure un moment, est-ce que je reprends les études, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, on va faire un truc particulier. C'est que, moi, je vais me former, sur Internet. Justement, c'est un outil qui permet, c'est un moyen, comme tu disais. Ouais, c'est un moyen. Mon école préférée jusqu'à aujourd'hui, c'est YouTube. Okay. Très honnêtement, YouTube. Ensuite, tout ce qui est les blogs de personnes qui ont de l'importance dans le métier que vous voulez faire. Pas les blogs de communication, hein. Les blogs, les gens qui pensent et qui partagent vraiment des pensées, pas juste des trucs genre on a mis en place un système d'inclusion au sein de notre entreprise. Non, moi non. Tu veux pas ça. Des trucs qui comptent vraiment en fait. Et du coup j'ai fait ça. J'ai appris sur le tas. Et la chance que j'ai eue, c'est que en tant qu'athlète, je voulais aussi me différencier des autres athlètes par rapport à la tech. Et du coup, je me suis prise pour une marque. Et j'ai fait comme Nike et Coca sur Twitter. J'ai commencé à parler du sport, ensuite du digital dans le sport, ensuite. Donc, attends, je suis désolée, pour mieux comprendre, quand on dit je me suis prise pour une marque, c'est toi ton personal branding. Ouais. Ok, cool. Et j'y connaissais absolument rien. Twitter, j'y connaissais rien. Et pareil, j'ai eu la chance de rencontrer des gens en ligne et après dans la vraie vie qui m'ont aidé. Je les connaissais pas, hein, ils ont tenté et puis vraiment cool. M'ont expliqué comment ça fonctionnait, etc. Donc je me suis prise pour une marque. J'ai commencé à parler, à relayer des articles de sport percutants, à donner mon avis sur certaines petites choses dans le sport. Et ensuite j'ai fait pareil pour le digital dans le sport. Puis le digital. Ensuite, la data dans le sport, puis la data, la data science dans le sport, puis la data science. Et en fait, petit à petit, je suis devenu micro-influenceur dans la tech dans le sport. Dans la tech dans le sport, via en fait, tu t'es Twitter. Vraiment positionné. Non, c'est ça. Ouais, t'es positionné en tant qu'experte sur le sujet, quoi. Et comme j'étais la seule sportive à le faire, et en tant qu'athlète, j'avais vraiment, j'avais l'expertise du sport. Bien sûr. Et j'apprenais comme ça en plus pas mal de choses. Donc oui, je reconnais que je dormais pas beaucoup parce que c'était en plus après les journées de boulot de sport. Ouais. Mais
Ouais, je me suis positionnée comme ça, donc je suis rentrée là-dedans et j'ai pu me démarquer. J'ai eu, tu vois, des contacts avec le ministère des Sports, Axel Lemaire qui était chargé du numérique. Et puis voilà, j'ai rencontré beaucoup de startups, j'ai testé beaucoup de produits, j'ai échangé beaucoup avec les gens. Génial. Je leur demandais comment ça se fonctionnait chez eux, comment est leur métier. Enfin, tu vois, je suis aussi très curieuse et j'aime beaucoup échanger et rencontrer les gens. Ouais. Donc, je dis pas que j'ai forcément le contact facile, mais j'aime bien quand même rencontrer des gens et discuter avec des gens même que je connais pas dans la rue. Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça et c'est aussi comme ça que j'ai été contactée par plusieurs startups, dont celle dans laquelle je bossais jusqu'à février, qui est spécialisée dans la data, la data science pour le coup. Donc, je suis rentrée chez eux et pareil, là, tu te rapproches des data scientists pour le coup et t'essaies de comprendre leur métier, t'essaies de comprendre ci, t'essaies de comprendre ça. En fait, quand toi tu taffes sur un truc, enfin moi quand je taffe sur un truc, l'objectif reste toujours loin devant moi. Et les personnes qui, eux, sont au stade dans lequel au stade où je veux aller, ou vers le métier dans lequel je veux aller, je me rapproche d'eux pour comprendre, pour expliquer, pour truc. Et quand j'ai des exercices, moi, j'ai des anciens collègues qui me les corrigeaient ou qui m'expliquaient des trucs, Trop bien. Ça s'est passé comme ça, c'était plutôt cool. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais, parce que tu vois, par exemple, tu vois, le personal branding, il y a plein de gens, enfin, je reçois plein de questions sur le podcast de personnes qui me disent, oui, mais moi, j'ai un peu honte de me mettre en avant. Il y a des gens, enfin, et puis, moi-même, je vais hyper honnête, moi-même, au début, j'étais pas à l'aise de me mettre en avant, tu vois. Alors que, en soi, je suis à l'aise dans la vie. Mais tu vois, j'étais pas à l'aise de mettre en avant par rapport à même mettre en avant mon travail. Après, parce que je sortais aussi d'une période hyper compliquée, le burn-out, etc. Mais, tu vois, ça arrive quand même à beaucoup de gens qui se disent, j'ai honte, comment je fais pour contacter cette personne? Moi, je suis complètement en phase avec toi qu'il faut le faire. Et la deuxième chose, le fait de se rapprocher de personnes qui donc sont c'est déjà experts, la compétence. ça, c'est la base, en fait, parce que tu gagnes énormément de temps, tu vois. Moi, c'est ce que je fais avec le podcast, en fait, c'est ça, c'est que moi, je cherchais ma voix. Je suis partie voir les gens qui ont trouvé leur voix, tout simplement. Et du coup, et ça m'a énormément aidé, tu vois. Sur ce truc-là, de par exemple avoir des craintes de se mettre en avant. Quel est ton avis là? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Alors moi, au début, j'avais le même souci, hein. Et ça pendant longtemps en plus, hein. À chaque fois que je me relançais dans un truc, je me dis mais non, mais je peux pas faire ça. Je suis qui moi pour dire pour donner mon avis sur telle chose. La légitimité, ouais. Mais en fait, encore une fois, les croyances, on s'en fout en fait. Ouais, mais comment tu le vins? Enfin, c'est l'action. Moi, je suis persuadée que c'est l'action qui fait que ça se tue. C'est le seul truc en fait. C'est l'action. Ouais. Alors, j'ai eu aussi à des moments des personnes dans mon entourage ou ma copine ou qui me disent allez, tu peux le faire, on y va. Donc ça aussi, ça aide. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autres alternatives que celle-ci en fait. Faut se lancer. Après, tu vois comment ça marche. Et puis, j'ose pas rencontrer des gens. C'est un peu dommage. Enfin, j'ose pas contacter les gens, pardon. C'est un peu dommage parce qu'en plus, c'est un truc très con, mais les gens adorent parler de leur boulot. Il y a des gens qui adorent aussi parler d'eux, mais les gens adorent parler de leur bureau, de leur boulot, pardon. Oui, s'ils sont passionnés, c'est sûr. Ouais, vous les contactez sur LinkedIn, ce métier m'intéresse, est-ce que je peux échanger 5-10 minutes avec vous? En fait, vous serez surpris, il y a énormément de personnes qui vous répondront oui et qui seront ravis de raconter et de partager votre expérience, enfin leur expérience et expertise avec vous. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il faut pas se mettre de frein. Au pire, une personne vous dit non et puis elle vous dit non. En fait, c'est pas grave. Faut juste, c'est juste, c'est facile à dire, mais il faut y aller en fait. Essayez avec une personne. Prenez le temps, quelques jours, soufflez. Je sais pas si selon votre degré de timidité ou j'en sais rien. Essayez une autre fois une deuxième personne et petit à petit, vous trouvez de toute façon vous-même votre façon de parler, de communiquer, de vous ressentir vous-même intérieurement parce que c'est aussi important. Et de pas se mettre de blocage en fait, parce que plus vous expérimentez, plus vous serez confiant. En fait, la confiance c'est quelque chose qui se travaille, mais elle se travaille par l'action ou le voilà. Donc et ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais tout à l'heure concernant les Anglo-Saxons. Il y a un truc que j'adore moi, c'est try fast, fail fast. Fail fast. Ciao. Et ça c'est exactement ça. Ouais, en startup, il y a beaucoup cet esprit-là de MVP, se vautrer vite, ouais, exactement, ouais. Se vautrer parce qu'en vite, fait
t'en retires des expériences très rapidement, quoi. Des leçons très rapidement, et puis la trajectoire, ta vision, enfin il y a plein de choses qui peuvent changer en fonction de ton premier. Tu vois, je vais te dire un truc très con, mais tu vois, quand je regarde sur mes clients ou des choses comme ça, en fait, les gens imaginent que pour sortir un produit ou pour vendre quelque chose sur un site web, il faut qu'il faille en fait avoir un super branding, un super site web avec tous les produits, des animations, machin. En fait, c'est très courant, mais basique, ouais. si vous voulez vendre des fruits et des légumes, vous avez besoin d'un typeform, vous avez besoin de photos. Voilà, vous demandez aux gens quel produit vous voulez, ils mettent le produit, ils mettent la quantité, et vous collez ça avec un stripe, et en fait ça vous prend 1 heure, vous avez un produit en fait. Et c'est pareil pour une application, un service. C'est le même truc, vous tombez, et ensuite vous l'améliorez petit à petit jusqu'à ce que vous n'êtes pas obligé d'attendre que la maison soit totalement finie pour faire quelque chose avec, en fait. Bien sûr, ouais, complètement. C'est le même principe. Ouais. Il faut essayer, en tout cas. Si vous n'essayez pas, vous allez rester dessus et... Ouais, et puis tu te fais des films à fond et ouais. C'est ça le truc. C'est les croyances, en fait. C'est l'énergie, c'est énergivore. Le truc qui nous fait le moins avancer d'une manière générale, c'est ce qu'on s'imagine que les gens peuvent dire ou peuvent faire. Mais en fait, au final, une fois que t'as passé ça ou que tu te dis, en fait, je sais pas. Tu es honnête avec toi, tu te dis, en fait, je sais pas, ça se trouve, ça va très bien se passer. Vas-y. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Ouais. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, t'avais bossé avant, du coup, chez Decathlon et tout, tu m'as eu dit, enfin, je pense que Go-Sport, pardon. Là, quand t'arrives en start-up, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été tes premières impressions? De manière globale, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, le premier truc qui m'a marqué, avant d'être dans cette start-up, j'avais bossé pour Pôle emploi et Capgemini dans un lab où en fait vous venez avec une idée ou un produit et on vous sort quelque chose, en tout cas en relation avec le recrutement. J'avais trouvé ça génial. Mes premières impressions, donc que ça soit dans cette boîte ou que ça soit dans la start-up dans laquelle j'étais de data science, c'est qu'en fait le sport est une belle école et assez riche parce que finalement on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes profils, le même type de personnes. Le gars qui veut être mis en avant, celui qui va la plus belle prime ou j'en sais rien. Le gars qui est envieux, l'autre qui est énervé, celui qui dit toujours pourquoi. En fait, il y a toujours les mêmes styles de profils et les personnes qui seront pas forcément réglo avec vous, donc ceux que vous sentez pas de premier abord et qui, il y a des chances sont soi-disant gentils, mais en fait vous la faire à l'envers à un moment donné. Classique. Et le sport, comme votre corps, c'est votre outil de travail, en fait, vous avez ces espèces de sensations que vous développez, qui sont vraiment à même, tu vois, du corps. Et du coup, donc déjà ça, il y a des gens, moi, que j'ai rencontrés direct en boîte, et dans les boîtes dans lesquelles je suis rentrée en me disant, ça va pas le faire, lui, je le sens bien. Non, je sens bien que ça va pas bien, ça va pas bien se passer. D'accord, ouais. Ça va pas rater. Donc déjà il y a des moments en tout cas où les profils. Le premier truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait les profils on les voit très rapidement en fait. Mais je pense vraiment que l'école du sport m'a permis ça en fait. C'est déjà ça, c'est cool. Et les gens il y a une concurrence et le deuxième truc qui me choquait aussi dans les boîtes, c'est que il y a la concurrence. Tu vois, dans le sport, il y a une concurrence, mais en fait, encore une fois, tu vois, l'escrime, c'est un sport de position. Donc, nos partenaires sont aussi nos adversaires. Mais malgré tout, on avance ensemble. Parce que le groupe, on est fiers de représenter notre pays, on est fiers de gagner en notre nom aussi, ou de notre île. Et alors que dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, enfin moi j'ai très souvent été confronté à ce truc de je travaille pour ma pomme quoi, je travaille moins pour l'équipe ou pour le projet ou pour la réussite de la boîte. Et ça je trouve ça encore un peu dommage. Bon, enfin en tout cas, je sais que mes prochaines aventures professionnelles se tourneront vers ce genre d'entreprise. Ouais. Ça c'est une évidence. En tout cas, je sais que le sens a de plus en plus d'importance dans ma vie et que les boîtes pour lesquelles je bosserai seront totalement différentes des boîtes pour lesquelles j'ai bossé jusque-là. Okay. Voilà. Ok. Et toi, tu fais du growth hacking. Ouais. Tu vois, c'est un terme. J'ai pas encore eu d'invité qui fait ça. Du coup, je vais te poser la question parce que je le vois partout et je lis
Dis-moi. Ouais, je fais 2 choses en fait, ouais. Product management et du growth. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est pour moi et les auditeurs, hein. Enfin, j'ai lu des trucs, hein, je sais à peu près, mais bon, c'est toujours mieux. Pour faire très simple, comment je peux faire ça en une phrase, c'est que l'idée c'est de rendre alors ça dépend comment on voit les choses, mais d'une manière générale, c'est de rendre un produit, une application, un service, enfin ce que vous vendez en tout cas, de la rendre attractive pour les users, ouais. les utilisateurs, pardon, et presque, tu vois, rendre addict et viral. Donc ça, c'est un peu l'esprit méchant du truc. Encore une fois, je pense qu'on peut tous amener du sens dans nos réalisations, et moi, je vois ça plutôt comme la possibilité de faire adhérer les utilisateurs à un produit ou un service sans pour autant qu'ils en deviennent addicts, mais en tout cas rendre le produit visible. Voilà, c'est plutôt plutôt light. Okay. Après, l'autre pendant, c'est le product management que je fais aussi en parallèle. En fait, je fais les deux, product manager, growth. Là, en fait, c'est un produit ou un service, une application, peu importe, c'est encore la même chose, mais quelque chose toujours de numérique. Mm-hmm. Et en fait, l'idée, c'est en fonction des concurrents, en fonction du marché, en fonction de pas mal de choses, de définir la vision du produit, mm-hmm. et les premières fonctionnalités qu'on va sortir par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que tu vois, on a un iPhone, je sais pas, les applications que tu utilises, il y a souvent des mises à jour. Mm-hmm. Donc il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent. Donc en fait, tu prévois sur une année des choses que tu vas sortir, mais toujours en tenant compte de ce que le client peut vouloir. Okay. Donc le client est toujours central en fait. Ah ouais, tu fais ta vision, on appelle ça la roadmap et de features et autres en fonction de ce que le client veut. Okay. Tu fais des hypothèses, mais aussi tu vas vers les utilisateurs en leur demandant comment vous avez utilisé l'outil, comment vous en sortez et qu'est-ce que vous auriez aimé éventuellement voir comme application, enfin comme fonctionnalité future ou autre, voilà, c'est ça l'idée. Okay. Et c'est vraiment kiffant. Ouais, je vois ça. En tout cas, ça se voit que tu kiffes. Tu as quitté la dernière startup dans laquelle tu travaillais. Quels sont tes plans? Alors, je suis parti en février. Ouais. Et, suite à une rupture conventionnelle. J'ai eu cette chance-là, ça c'est chouette. Ouais, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Je voulais, c'était pas évident non plus. Je voulais profiter de cette année pour voyager. Enfin, on voulait pour voyager un peu, mais bon, le Covid, oui, parce que moi je dis le Covid. Oui, moi je dis le Covid aussi. Je refuse de l'appeler là. C'est bon, quoi. Le Covid. Ah, moi je refuse. Hein. On en chie déjà pour tout. Il faut en plus qu'on se tape le pire virus du monde. Donc le Covid. Le Covid. On a décidé autrement. Donc ce qui fait que je travaille. Enfin, je bouge, tu vois. En fait, là, on est rentré dans la nuit de dimanche à lundi, mais on a enchaîné direct avec le boulot et des journées bien chargées. Donc, voilà, je voyage à droite à gauche. Et ce qui est bien, c'est que mais tu voyages justement, je voulais être tranquille et un petit peu quelques mois avant de me mettre à mon compte. Sauf que, en février, j'ai été contacté par une boîte et je me suis dit ouais, pourquoi pas. En mars par une autre et en fait, ça s'est enchaîné. Donc du coup, j'ai pas trop pris de recul. J'ai commencé à bosser direct en freelance, d'abord en tant que growth strategist. Mm-hmm. Et là, un petit peu sur le produit, sur une boîte en fintech et puis une sport tech. Donc ça, c'est cool. Et finalement, sans trop voyager, mais en voyageant quand même. Donc tu vois, là, on s'est posé 3 semaines à Moliette-Sema, c'est à côté, c'est en Aquitaine. Okay. On était à 3 minutes à pied de l'océan, c'est royal. Génial. Et en fait, tu bosses avec des gens que t'apprécies, des clients que tu sens quand même et qui font quelque chose d'intéressant et enfin voilà. Et puis surtout, tu vois, je prends le temps en fait. J'allais pas surfer parce que l'eau était juste trop glacée pour moi. Je pense, ouais. Mais tu vois, un peu de skate, un peu de vélo, et tu profites de la vie, du golf, et tu t'autorises en fait à faire autre chose que bosser jusqu'à, tu vois, 23h minuit, comme ça déjà était parfois le cas avant. Et ça t'empêche pas d'être productive. Ouais, totalement. Et en fait, le fait d'être heureuse, qu'est-ce que ça booste, ça change énormément de choses, quoi. Tu te sens bien dans ta peau, dans ta vie, etc. Et donc ça c'est ça aujourd'hui. Donc finalement je suis à mon compte en ce moment. Et l'autre truc c'est qu'en ce moment on est en train de finaliser le projet d'une ONG pour la paix, une ONG caribéenne.
pour la paix. Et en parallèle, 2 projets à venir qui sont quand même assez importants. Juste le projet d'avant, c'était, enfin, tu peux m'en dire plus? L'ONG pour la paix. Ouais. En fait, on va faire un gros event en Guadeloupe. Il y aura du sport, il y aura de la culture, il y aura du dessin, de la musique, enfin un concert, enfin pas mal de choses, avec sur tout un week-end pour des jeunes enfants. Donc primaire, collège. Donc ça c'est en novembre 2022. Et à partir de septembre 2021, en fait, on va régulièrement, donc moi je suis responsable du pôle sport, régulièrement faire des animations tout au long de cette année, ouais, justement, pour parler de la paix, en fait, avec les enfants. Parce qu'encore une fois, moi je pars du principe que les enfants sont de futurs adultes, bien les sûr. Enfants sont les futurs votants. Nous sommes dans un monde où Trump a quand même été président, dans un monde où l'extrême droite en Europe prend de plus en plus de place. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que passer par les enfants est important aujourd'hui. Et 2 projets aussi d'école, si je puis dire. Enfin, un c'est un bootcamp de code pour les jeunes filles aux Antilles, parce qu'on y a quand même pas mal ici. Oui, enfin il y a des initiatives donc qui sont déjà là, quoi. Ouais. Et l'autre c'est une espèce d'école du partage et du switch, parce que je crois aux 2. C'est encore une fois pour les jeunes, parce que je suis convaincu qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que les années à venir, si on les fait, on s'intéresse pas plus tôt que ça aux jeunes, les dérives peuvent facilement arriver. Clairement. Et en fait, ce projet, c'est déjà de redonner un peu plus confiance aux jeunes, en tout cas qui sont dans le programme, confiance en eux. Je te donne un exemple très simple. Il y a beaucoup de jeunes filles aux Antilles, et en fait, c'est aussi cette influence un peu américaine, là, par contre, qui est néfaste, qui prennent volontairement du poids, parce que, très, très clairement, les hommes aiment ça. Donc, elles se mettent en danger au niveau de leur santé, mais même, ça veut dire qu'au niveau de leur propre valeur et leur propre estime d'elles, il y a peut-être quelque chose à travailler. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est aussi, de reprendre confiance en soi et de se dire qu'on est capable de switcher, c'est-à-dire que moi, je pense, comme je te l'ai dit, chacun a son d'ordinarité. Sa légende personnelle. Ouais, j'ai un peu de mal à le dire. Ouais. C'est vraiment difficile aussi. Ouais. Et qu'on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, voilà, sur Terre. Quel que soit, peut-être pas tous d'être champions olympiques, mais en tout cas tous capables de faire un truc qui peut amener une valeur ou un sens à une autre personne. Yes. Donc ça, le switch. Et surtout le partage. Parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivé en équipe de France, j'ai fortement galéré, mais j'ai pas toujours eu, tu vois, on m'a pas indiqué, on m'a pas dit, tu vois, moi je suis passé avant toi, j'ai galéré, je te partage ci. Et je pense que c'est important de partager avec les plus jeunes. Donc moi dans le sport, mais d'autres dans la musique, je sais pas, enfin n'importe quoi. Là c'est exactement ce que tu fais, tu vois. Ça va être ça. Ouais. Donc une espèce d'école de switch et partage. Trop bien, j'adore le concept, on va en reparler. Ouais. Il y a une notion dont je parle souvent dans le podcast, c'est celle du sweet spot. Le sweet spot, c'est l'endroit où on est bien. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui? Oh motherfucker. C'est marrant. C'est marrant parce que ça fait plusieurs semaines que je me dis, la vie est belle, quoi. Trop bien. Je me satisfais de rien. Des fois, je regarde le ciel, je me dis, c'est magnifique. C'est marrant, mais tu vois, alors en quoi je suis à ma place aujourd'hui? Je travaille avec des gens alors j'ai quasi tout le temps travaillé avec des personnes, je parle de collègues vraiment avec qui j'aime, mais pas toujours eu forcément la chance de travailler pour des boîtes vraiment, tu vois, on était une bonne équipe, mais ça veut pas forcément dire que la boîte avait forcément les mêmes valeurs ou vision. Oui, je vois. Il y avait pas d'alignement entre les deux. Ouais. Et en fait, moi tu vois, si un mec que je sens pas, un client que je sens pas, je lui dis non. Tu vois, je me rends plus malade sur ce genre de truc déjà. Donc ça, c'est cool. Je partage beaucoup, encore une fois, tu vois, très axé jeune, mais là en ce moment avec le Covid, je le fais pas trop. Je le fais pas aller dans les collèges et les lycées, etc. Pour échanger avec les jeunes et tout, mais j'ai quelque chose à transmettre et je trouve ça cool et je me sens à l'aise avec ça. Je me sens bien dans quoi je suis à ma place, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais aider des gens en fait, et finalement
je suis en train de le faire et je me sens bien. Je me sens bien, en paix avec moi-même, en cohésion. J'ai eu des années, enfin après le décès de mon père, des années difficiles et dont les deux dernières où voilà, je suis partie en vrille, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais tu vois, aujourd'hui je me sens recentrée en fait, je me sens en accord avec moi et tout peut être beau et tu vois, du coup, tu te lèves, t'as toujours de l'énergie, t'es toujours à fond. Je fais 15 millions de trucs dans la journée. Avant que t'arrives, j'ai fait ma méditation, j'ai fait 1 heure de sport. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Enfin, j'étais à fond, commencé à bosser et tout. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie alors que je fais plus de choses. Les journées sont toujours de 24 heures alors que, enfin, je sais pas. Et je croise plus de personnes et je suis plus ouverte aux autres et j'ai toujours envie de partager, j'ai toujours envie d'écouter les gens. Et toi, c'est quoi ton métier? Ah ouais, mais c'est génial. Et comment tu fais ci et tout? Et en fait, plus ça va et plus je crois encore plus en ce que l'homme est capable de faire et surtout entre nous. Quand je dis nous, je parle d'humain, c'est-à-dire que quel que soit d'où tu viens, qui tu es, etc. Et de nos capacités à vouloir changer le monde, parce que je pense que si nous tous on fait un petit truc, on changera les choses quoi, positivement. Donc ouais, je me sens à ma place. Grave. C'est trop bien. Alors là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast. C'est des questions successives que je pose à tous les I'm ready. invités. You ready? Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh ah ouais, j'étais peut-être pas. T'as envie de parler? Le meilleur conseil qu'on m'a donné. Alors je sais pas trop, mais je pense que je vais parler de mon frère. Pas mon jumeau, mais mon frère qui est plus sensible. Et je pense que c'est, je dirais que c'est, tu connais ton potentiel, tu sais qui tu es, fais-toi confiance. Tu peux, donc, en gros, voilà, je peux rencontrer des gens qui peuvent plus ou moins me détourner de ma route et sans que je m'en rende compte. Ou je sais pas, il peut avoir plein de possibilités en fait, mais fais-toi confiance. Il y a des moments où tu es confronté à des moments de doute. On vit tous des moments difficiles dans nos vies. Moi, le plus dur, ça a été vraiment la disparition de notre père il y a quelques mois et quelques années, tu vois. Ouais, c'est vrai, et en fait, il faut vraiment qu'on se fasse soi-même confiance, en fait. Voilà, fais-toi confiance et tu connais ton process. Alors, fais-toi confiance et vas-y, fais ce que t'as à faire. Et je pense que c'est assez vrai en fait, parce que c'est aussi parce que tu connais tes objectifs et que tu te connais suffisamment et que tu vois, pour aller chercher cette médaille, je connais mon process. En fait, je suis easy, je peux le faire malgré des choses dures de la vie en fait. Trust the process. Yes. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Qu'est-ce qui te fait grandir? Alors, ça va peut-être paraître bateau, mais rencontrer des gens, rencontrer et échanger. En fait. Ça se ressent encore plus maintenant, mais cette énergie de discuter et rencontrer les gens, je trouve ça tellement riche. Ouais, tu vois, gagner plein de pognon, c'est peut-être chouette, mais si t'en gagnes plein et que t'es malheureux, c'est triste, quoi. Enfin, la richesse, elle est là, en fait, tu vois. On se connaissait pas, tu m'as contacté. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et tu vois, je descends, je discute avec un mec, je lui dis ouais, on discute 2 secondes, et puis finalement je lui dis oui, vous faites quoi dans la vie? Il m'explique son truc, il m'apprend, il m'explique. Et c'est riche. Ouais, donc ce qui je pense me fait grandir, c'est alors déjà cette curiosité et surtout de la curiosité de l'autre. Donc j'aime énormément apprendre de ce que font les gens et qui ils sont et etc. Et puis comme tu l'as compris, échanger avec des personnes que je les connaisse ou pas en fait. Oui. Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Quel est ton moteur? Ah, le kiff de la vie. Ouais. Alors en fait moi ma journée commence la veille au soir quand je vais dans mon lit j'ai grateful je remercie en disant que je suis reconnaissante d'avoir pu faire telle ou telle chose aujourd'hui, d'avoir rencontré telle ou telle personne, et c'est déjà ça me met une espèce de d'énergie positive. Ouais. Et je m'endors comme ça depuis quelques mois, et vraiment je kiffe le matin quand je me lève. Je dis merci aussi parce qu'en fait c'est encore une journée en fait qu'on t'offre pour faire quelque chose de bien, pour partager quelque chose, pour apprendre quelque chose. Et ce qui me fait me lever, c'est la vie en fait, la beauté de la vie, c'est les lumières, le soleil, les couleurs, les gens, les discussions, la rencontre, la curiosité.
toute cette énergie en fait. Trop bien. Est-ce que tu auras un livre à me partager ou à partager aux auditeurs, un livre qui t'a marqué particulièrement dans ta vie? Alors j'avais pas les questions, donc je pouvais. Non, j'envoie jamais les questions. J'aime bien la spontanéité. Il y en a deux, ça tombe bien moi aussi. Il y en a deux. Alors pardon parce que il me bouge toujours un peu. C'est Option B de Sheryl Sandberg, oui. qui est la CEO de Facebook. Ouais. Ça, je me détache pas de ce livre et j'ai toujours du mal au début à en parler d'ailleurs. En fait, quand j'ai perdu mon père, moi, j'ai taffé comme une tarée, très clairement. J'ai essayé d'éviter au max les émotions jusqu'à, comme je le disais, il y a 2 ans et demi, j'ai un peu pété les plombs en faisant n'importe quoi. Et Sheryl Sandberg, que je ne connais pas, je vais l'appeler Sheryl. Moi, j'avais des sensations. Enfin, c'était très dur, c'était violent. Les personnes autour de moi savaient pas trop comment faire. Enfin, il y a plein de choses. Et elle, donc la meuf de Facebook, elle a écrit un bouquin où elle parlait de la disparition brutale de son mari. Et en fait, j'avais l'impression qu'on avait eu une discussion ensemble et qu'en fait, qu'elle avait repris mes propos et qu'elle avait fait un bouquin. Les mêmes mots, la même rage, la même colère, le même positionnement. Et puis comment on vit avec cette douleur, cette souffrance toutes les secondes de ta putain de vie, parce que moi c'est comme ça que je les ai vécues les premières années. Et en fait, comment on arrive aussi à prendre, à retrouver de l'énergie, de la lumière en fait dans tout quoi. Donc Sheryl, si tu nous entends, ton bouquin en fait, ce sont exactement les mêmes ressentis et sensations et les mêmes mots en plus que j'utilisais pour décrire. C'est dingue. J'ai trouvé ça dingue. Et le deuxième, le nom m'échappe. On va retrouver, t'inquiète, tu me l'enverras. Mais vas-y. Il est génial en fait. C'est d'une journaliste française de Montaigne. Je me rappelle pas son prénom. Il y a des Antilles. Non, je pense qu'elle vient d'un pays d'Afrique. Bon, je vais te le refiler. Oui, je vais te filer après. Je vois. Très drôle. Là, c'est aussi par rapport. Alors, je sais pas si c'est pas I'm Not Your Negro. C'est. Non, c'est pas Not Your Negro. Mais c'est un truc en relation avec la peau noire. Et puis elle parle de choses qui sont totalement vraies aussi. Toi, en tant que noir. Enfin, tu vois. Moi, par exemple, un exemple dont elle parle dans son bouquin, moi j'ai vécu autre chose, mais dans son bouquin, elle dit que elle va dans un salon de coiffure. Je crois que elle était dans le 78, enfin je sais plus dans quel département, mais elle arrive dans le salon, on lui dit non, moi je coiffe pas ça. Non, c'est pas ça, c'est des cheveux en fait. Ouais. Moi, j'avais une collègue que j'ai massacrée au niveau des termes. Oui. Le matin, je vais dans le métro et quelqu'un qui me tire les cheveux pour savoir ce que c'est très énervant. Et puis quand t'arrives au boulot, t'as une collègue qui te tourne autour, tu sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Et puis au moment tu sens que j'avais un afro. À un moment tu sens qu'il y a un truc et en fait elle est en train de toucher tes cheveux. Tu es coiffeuse, tu as une tu vois, c'est un truc qui me rend dingue. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Ah bah oui, mais on a notre responsabilité là-dedans. Oui, il faut qu'on le fasse. Ouais. Mais ce bouquin, il faut que je retrouve le nom, mais il est très bien. Ouais, moi du coup je rechercherai. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Ah ouais. Ah oui, il fallait bien qu'on y arrive, c'est vrai. En plus, on tourne autour du Qu'est-ce que la réussite pour moi? Je pense que c'est être en phase avec soi-même. Alors, je sais pas si je dirais que j'ai vraiment réussi. Je sais que j'ai réussi un de mes premiers projets qui était très important pour moi, c'était de médaille olympique. Donc ça, c'est une réussite pour moi. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment réussi dans la vie? J'en sais rien, mais pour moi, je pense que c'est être heureux, déjà. Se sentir en accord avec soi-même, donc ça marche ensemble. Et tu vois, je pense que ma deuxième grande réussite, ça sera justement d'avoir aidé des plus jeunes de quartiers plutôt sensibles, en les formant sur des métiers du numérique de demain, qui leur permettront en tout cas de s'en sortir. Tu vois, tout en étant en Guadeloupe, bosser une start-up à Singapour, parce que c'est possible en fait. Bien sûr. Et donc ce projet, j'y tiens beaucoup, et je pense que ce serait ça ma deuxième réussite. Donc réussir, je pense que c'est être en phase avec soi-même, en phase avec ses valeurs, et avancer par rapport à
à toutes ces choses qu'on se fixe, toujours valeur, vision, etc. Et d'atteindre de ces objectifs-là, que ça soit pro, perso, whatever. En parlant de valeur, du coup, quelle est la valeur la plus importante pour toi? Une. Ouais. Je sais pas si le partage c'est une vraie valeur en fait. C'est une valeur. Moi, c'est une de mes valeurs. Le partage, ouais, c'est super important pour moi. Enfin, je pense que ça s'entend parce que la communication c'est important, mais du coup, le partage. Comme je te dis, la transmission de partage. La transmission en fait. Ouais. Donc et pour moi ça va dans les deux sens. C'est bien d'apprendre et tout comme c'est bien de give back. Ouais, exactement. Ouais. Et tu vois, t'as plein de projets, tu t'arrives à embarquer des gens. Ce que j'ai remarqué moi dans tous les invités du podcast, c'est qu'ils ont un certain leadership. Tu vois, ils arrivent à embarquer des gens avec eux dans une mission qui au départ était personnelle en fait, tu vois. Et la question que je me pose, c'est toi, comment est-ce que tu définirais ton leadership? Comment tu définirais ta manière d'embarquer les gens? D'après toi, je pense moi mon premier truc c'est l'énergie. Ouais. Je pense que j'ai une énergie importante quand je rencontre les gens et que je discute, et que je leur parle de mon projet, etc. Je trouve que j'embarque beaucoup les gens comme ça déjà là-dessus. Et après, quand je viens vraiment, là, tu me dis, ok, moi, ma boîte, ça m'intéresse, vraiment, je reviens vers toi, et qu'ils reviennent et que là, je pitch, alors là, c'est pas de l'énergie, là, je l'ai, enfin, je sais pas, en fait, je crois tellement au projet, encore une fois, que j'y mets toute l'énergie qu'il faut, en fait. Et du coup, je pense que ça, les gens se sentent, enfin, moi, on me l'a souvent dit. À la cause, quoi. Ouais, voilà. Il y a pas, c'est pas qu'il y a pas d'autre choix, mais c'est un peu le style, quoi, tu vois. Enfin, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Après, j'en sais rien parce que c'est pas calculé. Mais je répondrais à ça en fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, une chose qu'on n'a pas évoquée, qui te tient à cœur et que tu aimerais partager? Again, partager. Je reviens sur le partage. Alors, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ok. Ok, peut-être 2. Non, vas-y. La première, c'est la responsabilité des médias. Pour moi, c'est important. Encore une fois, à 16 ans, avant mes 16 ans, je kiffais Jordan, je le kiffe encore. Scottie Pippen, et j'avais beaucoup de références hommes américaines et pas tout le temps noires, mais quand même beaucoup. Mais André Agassi, il est pas noir. Par exemple, et en fait, très peu de femmes. Et bon, voilà, je venais de la Guadeloupe, influence américaine, et du coup, j'avais pas trop de repères par rapport aux, entre guillemets, les rôles modèles français. Ouais. Et en fait, à 16 ans, Laura Flessel, une femme qui vient de la Guadeloupe, qui réussit dans un sport de Bourges, un peu raciste, devient la première championne olympique. Moi, ça m'a permis de switcher. Donc, mon premier message s'adresserait vraiment aux médias en disant, vous avez un rôle sociétal à jouer, jouez-le, parce que justement, c'est aussi parce que je parle des médias, tout comme je parle de producteurs, télé, enfin, peu importe, s'en fout. Ou même à la radio, en fait. En tout cas, toutes ces choses qui devraient refléter les personnes qu'on trouve dans notre putain de société. Parce que, les profils ne sont pas tous les mêmes. Mais en tout cas, ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur un gamin qui est au collège. Ça a eu de l'impact sur moi à 16 ans. Ça peut encore avoir de l'impact. Et vous pouvez peut-être changer des vies, en fait, comme ça. Parce que, du coup, on s'identifie à d'autres personnes. On s'accroche à ce que eux ont réalisé et on se dit en fait I can do it, tu vois. Donc ça a de l'impact. Hyper intéressant. Et puis du coup, enfin je redirige juste les auditeurs sur un épisode que j'ai fait, que je vais bientôt publier avec la ministre du coup Elisabeth Moreno. Ah cool. Ministre de l'égalité homme-femme, de la diversité, de l'égalité des chances, et qui elle est parfaitement un exemple de ce que tu dis en fait, de la représentation. Enfin clairement, moi je la connaissais avant qu'elle soit ministre et moi c'était un rôle modèle, tu vois. Avant qu'elle soit ministre. Ouais. Donc aujourd'hui qu'elle est ministre, tu te dis waouh, c'est cool. she did it. Donc ouais, je suis d'accord. Et l'autre truc, alors c'est quelque chose qui est important pour moi, mais que j'ai compris il y a que que je partage en tout cas que depuis quelques semaines. Et là, c'est la deuxième fois que je le partage en public en tout cas. C'est la notion de role model. En fait, c'est bien d'avoir des role modèles. C'est bien d'en parler. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que on nous dise que Sheryl Sandberg c'est un rôle modèle. C'en est un. Moi, c'est un rôle modèle important pour moi. Aurélie Jean, qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de pas mal de choses et d'inclusion aussi de la tech dans la tech et des biais, enfin des préjugés que c'est
que ces intelligences artificielles ou le machine learning créent, mais il les crée pas tout seul, mais c'est parce que justement, c'est comment on peut dire, ces algorithmes ont été créés par des humains qui eux-mêmes sont un peu biaisés, donc forcément ça, voilà. Donc mon deuxième message, c'est que oui, les rôles modèles sont importants, mais ne vous fixez pas forcément toujours les rôles modèles inatteignables en fait, parce que du coup, moi je me rends compte, surtout en échangeant avec des plus jeunes, que ça met une espèce de pression en fait. C'est dommage parce que justement le rôle modèle, c'est pour te dire ok, elle l'a fait, j'y vais, c'est génial, et ça me donne une espèce de direction et de support. Mais en fait, aujourd'hui, ça a un impact en se disant oh, c'est trop fort, c'est trop impressionnant, et du coup, ça me met une pression de dingue. Moi, ma mère, c'est un rôle modèle. Elle a galéré, elle vient d'une famille pauvre, on peut le dire, où elle avait pas toujours à manger non plus à une certaine période de sa vie. Elle s'est battue pour s'en sortir, pour être prof, pour être proviseur dans un lycée assez bourge où des parents mettent leurs enfants, des parents qu'on appelle ça ambassadeurs et autres. Avec des pressions justement de ses parents pour qu'elle fasse telle ou telle chose, ou quand elle était dans un collège et qu'elle essayait de ramener ses élèves en cours alors que les dealers disaient en fait lui mettaient la pression à elle en lui disant si vous continuez comme ça et que vous nous enlevez nos vendeurs, ça va mal se passer pour vous. Et elle a tenu le coup, tu vois. Ah ouais. Donc pour moi, on n'est pas obligé d'aller sur des trucs extrêmes. Regardez autour de vous et en fait vous verrez que déjà ça, des profil plus atteignable, ça vous mettra peut-être moins de pression et vous petit à petit vous switchez aussi en montant d'étage. Il y a ce truc de moins de pression, mais aussi ce truc aussi de juste peut-être que tu vois, moi dans mon podcast je parle de la réussite et j'ai plein de gens qui ont réussi dans plein de domaines, mais aussi il y a certaines réussites qu'on devrait aussi plus mettre en avant. Totalement. Tu vois. Ouais. J'ai enregistré un podcast avec la mère d'une amie, pareil, une maman, quoi, qui peut être une de nos mamans, tu vois, qui a passé 20 ans en étant aide-soignante, qui a élevé ses filles en étant seule, mère célibataire, et ça, pour moi, c'est aussi un rôle modèle, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, c'est mon humble ambition dans le podcast, c'est de montrer cette diversité de profils, cette diversité de définition de la réussite. Parce que c'est ça, tu vois. And girl president, and girl president. Ok. Not at all. Donc, si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Instagram, ça je sais. Si c'est pro, plutôt LinkedIn. Je réponds pas forcément dans la seconde, pas forcément dans la journée, mais quoi qu'il arrive, je réponds. Ça c'est sûr, même si ça prend plusieurs jours. Si c'est autre chose, non, toujours LinkedIn et puis ensuite Instagram. Twitter, je réponds quasi jamais. Il y a trop de demandes et puis des fois, franchement, la drague, ça va quoi. Donc LinkedIn, Instagram. Ok, super. Écoute, merci. N'hésitez pas, au contraire, j'aime bien l'échange. Si vous l'avez pas compris jusque là, tu vois, moi je te n'hésitez pas. Quand je suis arrivée, j'avais écouté et lu plein de trucs sur toi et tout, et je suis arrivée en pensant que je venais chez ma pote, quoi. J'allais dire, prends pas trop la confiance. Ça c'est bon ça. Non, c'est bon. Prends pas la confiance quand t'arrives, mais tu vois, j'étais en mode, tranquille, je vais voir Sarah, quoi. Tu vois. Ça me plaît. Je sens qu'on va se faire un repas un jour, parce que c'est aussi le partage, on est d'accord. Moi je bois pas, mais tu pourras mettre ton vin, y a pas de souci. Ok, good. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un très très bel échange. J'ai kiffé, quoi. Ouais, je passé un super bon moment. Comme je t'avais dit, je parle beaucoup, donc hey. On va en faire 2 épisodes, ça va être très bien. T'inquiète, ça va le faire. Merci à toi, c'était vraiment cool. Merci. À bientôt. À toutes.